Instruire, éduquer, former, apprendre. Ces quatre termes recouvrent des réalités à la fois proches mais tellement différentes. Des réalités qui ont évolué au fil du temps, impliqué des acteurs de différentes manières, se sont nourris de recherches, d'outils et de courants divers. Nous serions donc passés progressivement d'une logique centrée sur l'instruction des apprenants pour arriver petit à petit jusqu'à l'apprentissage et même jusqu'à l'auto-formation, qui constituerait, à en croire Philippe Mérieux, le véritable apprentissage. Annie Gézégou, au travers de son enseignement intitulé Méthode et modèle apprentissage autodirigé à distance, nous invite à nous interroger sur la question de l'apprentissage par soi-même et donc de l'auto-formation dans le contexte spécifique du e-learning. Pour nous permettre d'enrichir notre bagage théorique de futurs ingénieurs pédagogiques multimédia, nous avons réalisé une synthèse du cours de Madame Gézégou en restant fidèle au plan qu'elle nous a proposé. Nous tenterons donc dans un premier temps de contextualiser et de définir le concept d'apprenance, avant d'aborder la question de l'autodirection et de ses deux dimensions, à savoir l'autodétermination et l'autorégulation. Enfin, nous essaierons de mettre en avant les différents leviers qui favorisent l'apprentissage à distance. L'objectif de notre travail de praticien consiste à profiter au maximum des apports de la recherche pour outiller notre future approche de l'apprentissage autodirigé à distance. Débutons donc cette tentative de synthèse par un effort de définition et de mise en contexte du concept d'apprenance. Pour appréhender l'apprenance, abordons tout d'abord le concept d'autodirection. Comme l'a énoncé Annie Gézégou en 2005, l'autodirection est la capacité d'une personne à diriger elle-même sa formation et ses apprentissages. Elle renvoie au contrôle que la personne exerce sur ces deux aspects. Comme l'indique Madame Gézégou, l'autodirection interroge également les conditions éducatives qui lui permettent de s'exercer et de se développer. Or, l'autodirection ne peut être comprise sans la situer dans le contexte d'une société de l'apprenance. Cette société de l'apprenance, qui s'incarne notamment dans la dynamique d'auto-formation tout au long de la vie et à tous les âges de la vie, recouvre plusieurs dimensions décrites par Philippe Carré. Pour paraphraser le célèbre ouvrage de Philippe Carré paru en 2005, l'apprenance constitue un nouveau rapport au savoir. L'apprenance est donc un terme récemment apparu en remplacement progressif du mot formation. Il a été employé pour signifier un changement de cap, de la formation à l'apprenance, du formé à l'apprenant, remettant en cause l'idée que la formation se résume exclusivement à une transmission des savoirs. Comme l'indiquait Carré en 2012, l'apprenant devient sujet et non plus objet dans l'acte pédagogique, et il se responsabilise pour créer son employabilité au sein de la société moderne. Dans le cadre de cette évolution, nous sommes passés de la formation des adultes basée sur la transmission des savoirs de manière exclusive à une culture nouvelle de la formation, centrée sur les individus. Et cette phase est toujours en cours d'évolution progressive. Les bénéficiaires de la formation doivent devenir acteurs, sujets apprenants et même auteurs. Il n'est plus question de trouver les moyens d'apporter le savoir aux acteurs, mais de donner aux sujets les moyens d'aller le chercher. Or, ce renversement de perspective, explique Philippe Carré, ne va pas de soi. Il s'agit, pour développer les apprentissages tout au long de la vie, de prendre conscience de ce renversement. L'enseignement doit céder le pas à l'apprentissage, le formateur à l'apprenant, explique Philippe Carré. Au cœur de cette dynamique, les notions d'auto-formation et d'individualisation reprennent toute leur actualité. L'auto-formation consiste à se former par soi-même, mais ne signifie pas apprentissage solitaire. Comme vous pouvez le lire sur la diapo, Annie Gézégou a indiqué en 2005 qu'un sujet ne s'approprie vraiment des connaissances que dans et par une démarche. S'auto-former ou apprendre par soi-même en interaction avec, par
et grâce aux autres, l'environnement social, culturel, économique ou encore naturel. Philippe Carré, en 1996, a détaillé les 5 formes d'auto-formation ou manières d'apprendre par soi-même. L'auto-formation intégrale, qui est un apprentissage en dehors de tout rapport avec les institutions et agents éducatifs formels. L'auto-formation existentielle, courant visant l'émancipation du sujet par des rétroactions sur sa vie et une prise de conscience des influences des autres et des choses sur la formation de soi. L'auto-formation éducative, qui recouvre l'ensemble des pratiques pédagogiques et dispositifs de formation visant explicitement à développer et faciliter les apprentissages autonomes dans le cadre des institutions spécifiquement éducatives. L'auto-formation sociale, qui concerne toute forme d'apprentissage réalisée par les sujets eux-mêmes à l'extérieur du champ éducatif, par la participation à des groupes sociaux. Et enfin, l'auto-formation cognitive, qui est une conception de l'acte d'apprendre, envisagée sous l'angle des mécanismes psychologiques en jeu. Les futurs IPM que nous sommes notent la grande actualité de cette approche, à l'heure où le CPF, le compte personnel de formation, qui a fait son entrée dans les parcours de formation tout au long de la vie des citoyens français avec la loi du 5 mars 2014, propose de placer ce dernier au centre du processus de formation en tant qu'acteur à part entière de sa formation. Pour clore cette tentative de définition du concept d'apprenance, il nous paraît intéressant de nous appuyer sur la linguistique en analysant le suffixe de ce néologisme, ans, qui renvoie à un état en devenir, par rapport à un suffixe en tion, faisant lui référence à un état arrêté. Cette illustration linguistique montre le renversement d'approche montré par Philippe Carré, notamment en 2013, entre former et se former, formation et apprenance. Ce renversement d'approche ne s'envisage de manière efficiente qu'avec la prise en compte de la motivation comme élément fondamental dans l'autodirection de l'apprenant. C'est ce que nous vous proposons de voir maintenant. L'autodirection, comme l'annonce Long en 1989, renvoie à une dynamique du contrôle psychologique exercé par l'apprenant sur sa formation. Ce contrôle se manifeste selon Carré en 2012 au travers d'une double dimension qui articule l'autodétermination et l'autorégulation. Nous allons présenter dans cette deuxième partie ces deux notions. Comme le rappelle Carré en 2003, plus un apprenant possède une motivation autodéterminée et met en œuvre des stratégies efficaces d'autorégulation, plus il est autodirigé. Deci et Ryan postulent en 2002 l'existence de 3 besoins psychologiques basiques qui, dans le cadre d'un environnement favorable à leur épanouissement, permettent à l'individu d'atteindre un optimal à la fois en termes d'expérience comportementale, de développement personnel et d'expérience dans des situations spécifiques. Tout d'abord, nous avons le besoin d'autonomie, qui est directement lié au fait d'agir par intérêt pour l'activité et de se sentir libre de ses choix et de ses actions. Ensuite, le besoin de compétence fait référence à la sensation que peut éprouver l'individu lorsqu'il interagit efficacement avec son environnement. Et enfin, nous avons le besoin d'appartenance sociale qui est lié au fait de se sentir connecté aux autres, notamment dans la relation aux autres et à une communauté de personnes. La théorie de l'autodétermination, présentée par Deci et Ryan, permet de distinguer 2 types de motivation suivant qu'elle est imposée ou non. Dans le cadre de la motivation intrinsèque, l'action est conduite uniquement par l'intérêt et le plaisir que l'individu trouve à l'action, sans attente de récompense externe. Alors que pour la motivation extrinsèque, l'action est provoquée par une circonstance extérieure à l'individu. Par exemple, une punition, une récompense, une pression sociale, etc. Ces 2 types de motivation sont complétés par un troisième état, la motivation. L'individu a le sentiment d'être soumis à des facteurs hors de tout contrôle.
La motivation se distingue de la motivation extrinsèque par l'absence de motivation liée au sentiment de ne plus être capable de prévoir les conséquences de ses actions. Nous allons maintenant aborder la deuxième dimension de l'autodirection, à savoir l'autorégulation. Annie Jezegou, en 2013, se basant notamment sur les travaux d'auteurs nord-américains comme Zimmerman, Chung, définit le concept d'autorégulation comme suit. Au sens large, il réfère au contrôle que l'apprenant exerce sur son processus cognitif d'apprentissage en anticipant, préparant, évaluant et ajustant ses procédures en fonction des effets ou des résultats observés. On peut dire que parler d'apprentissage autorégulé, c'est mettre l'accent sur la participation active de l'apprenant au processus d'apprentissage. Dans le cadre d'une formation à distance, comme l'indique Madame Jezegou en 2008, l'apprenant doit mettre en œuvre des stratégies d'autorégulation efficaces pour réussir ses apprentissages. On peut citer des stratégies de surveillance, de pilotage et d'évaluation. On distinguera trois types d'autorégulation selon Zimmerman en 2002. L'autorégulation interne portant sur ses états émotifs, socio-affectifs et motivationnels. Ensuite, l'autorégulation comportementale portant sur le contrôle de ses comportements d'apprentissage. Et enfin, l'autorégulation environnementale portant sur le contrôle des différentes composantes de son environnement d'apprentissage. Ces trois formes d'autorégulation supposent de la part de l'apprenant qu'il se fixe un but d'apprentissage et qu'il croit en son efficacité personnelle à atteindre ce but, selon Jezegou. Maintenant que nous avons abordé le concept d'autodirection, qui implique que l'apprenant s'inscrive tant dans une logique d'autorégulation que dans une logique d'autodétermination, il est intéressant d'étudier les leviers qui favorisent l'apprentissage à distance. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les évolutions socio-économiques mondiales ont impacté fortement la manière d'envisager la formation professionnelle. En France, pour faire prendre conscience des enjeux et des responsabilités, l'État décide d'imposer un cadre légal aux entreprises, avec la loi de juillet 1971, qui les oblige à consacrer un pourcentage de leur masse salariale à la formation. Ainsi, en plus de leur imposer régulièrement de nouvelles contraintes, il met en place successivement une pléthore de dispositifs dont beaucoup ont pour vocation d'aider les salariés à se former et de leur faire prendre conscience de la nécessité de devenir maîtres de leur parcours professionnel, et ce, tout au long de leur vie. Car même si la formation est de plus en plus considérée comme un atout stratégique, ce n'est pas suffisant pour installer un système efficient qui puisse répondre à trois besoins. Les évolutions des métiers, notamment ceux qui concernent les nouvelles technologies, les besoins intrinsèques et immédiats des entreprises, et la nécessité pour les salariés de maintenir leur niveau d'employabilité. Ces objectifs, non contradictoires si on étudie leur synergie, sont difficiles à atteindre, tant ils impliquent des ressources organisationnelles, financières et humaines, ainsi que des changements profonds dans les mentalités, en particulier par rapport à la notion de responsabilité et de l'acquisition des savoirs. L'une des principales solutions serait, comme l'indique Annie Jezegou en 2006, de favoriser le passage à la société cognitive, c'est-à-dire à une société qui sait investir dans l'intelligence, ce qui permettrait d'impacter positivement tous les types d'accès aux connaissances, qu'ils soient formels ou non. Fort de ces constats, l'arrivée des nouvelles technologies, comme support à la formation, offre de nouvelles possibilités d'impliquer les salariés dans le processus d'autonomisation et d'autodirection, notamment grâce à la flexibilité que ces systèmes peuvent offrir, en particulier pour l'apprentissage à distance. Ils répondent donc à un véritable enjeu. Afin de proposer des dispositifs de formation favorisant l'apprentissage à distance, il est utile de prendre en compte différentes théories, concepts ou leviers identifiés par les chercheurs en sciences de l'éducation. Les leviers que nous allons indiquer sont en lien direct avec le concept d'autodirection. Ils touchent trois dimensions, comme nous l'indique Annie Jezegou. La dimension psychopédagogique et sociale,
avec les notions d'autodétermination et d'autorégulation, la dimension socio-pédagogique avec la notion de distance et la dimension technico-pédagogique avec la notion d'ouverture. Nous avons vu précédemment les notions touchant à la dimension psychopédagogique du point de vue des déterminants propres à l'apprenant. Nous choisissons maintenant d'aborder les concepts qui sont liés à l'environnement éducatif et que nous devons, en tant qu'IPM, bien comprendre également afin d'interagir directement avec eux en pleine conscience. Nous trouvons utile de les aborder individuellement, même s'ils se font écho les uns les autres. Ces notions sont l'individualisation, la flexibilité, la distance et la notion d'ouverture. Au préalable, il est nécessaire de définir précisément ces notions, car elles ont des lectures différentes suivant l'angle avec lequel on les aborde, et ensuite de comprendre leur impact sur l'autodirection. Un premier concept sur lequel la formation doit capitaliser, pour ouvrir la voie de l'autonomie aux apprenants, est la notion d'individualisation. Annie Gézégou nous indique en 2006 que c'est l'individualisation à visée autonomisante qui est concernée, celle qui est considérée comme un moyen au service de l'exercice de l'autonomie, impliquant la mise en œuvre d'ingénierie de formation pédagogique et technico-pédagogique. Ce n'est donc pas l'individualisation de type institutionnel, appréhendée comme un moyen au service d'une démarche instituée d'individualisation, qui est abordée. D'ailleurs, ce type n'est pas en rupture avec les modèles traditionnels de la formation et se préoccupe davantage de correspondre aux besoins du plus grand nombre. La déclaration commune de la conférence de consensus autour de la formation individualisée, rédigée par le collectif Gilly-Lécito en avril 2008, nous apprend que l'intérêt majeur de l'individualisation autonomisante est qu'elle englobe 3 dimensions qui viennent se centrer sur les besoins de l'apprenant. La première tient compte de toutes les particularités de chaque apprenant, et la deuxième s'attache à accorder de l'importance à la dimension sociale de la formation pour que l'apprenant puisse se sentir impliqué, s'approprier par lui-même les ressources éducatives et qu'on puisse lui donner accès à des compétences collectives qui sont nécessaires pour son insertion dans le monde du travail. La dernière dimension est la grande idée de co-construction, celle qui prend en compte à la fois les démarches des institutions et celles des apprenants, avec leurs ressources et contraintes respectives. C'est ce dernier point qui peut poser problème au corps éducatif, compte tenu de ce nouveau positionnement qui n'est plus aussi dominant que dans les formations traditionnelles. On se dirige davantage vers le modèle de l'enseignant façonneur, qui donne le mode d'emploi pour s'approprier les mécanismes de l'apprentissage, et plus seulement la distribution du savoir. Dans son article datant de 2006, intitulé « La recherche de flexibilité en formation, conception et usage de l'auto-formation », paru dans le numéro 168 de l'éducation permanente, Annie Gézégou nous apprend l'importance de 2 éléments décisifs, les notions de flexibilité et de distance. La flexibilité apparaît être un élément essentiel, car c'est la qualité qui permet de favoriser l'autonomisation des apprenants dans le cadre des formations à distance médiatisées qui impliquent une individualisation autonomisante. Ce qui compte, c'est à la fois la facilité d'accès, depuis le poste de travail ou depuis n'importe quel ordinateur, à toute heure de la journée, mais aussi la souplesse structurelle de ces dispositifs. Le niveau de sophistication technologique n'entre pas en ligne de compte, contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord, en raison du fait que nous parlons de dispositifs multimédia. Comme l'indique Annie Gézégou en 2002, le véritable enjeu de la recherche de flexibilité en formation n'est pas tant l'individualisation ou les environnements pédagogiques médiatisés, mais le degré de liberté de choix, ouvert à l'apprenant, pour qu'il puisse exercer un contrôle sur sa formation et diriger par lui-même ses apprentissages. Intégrer de la flexibilité, c'est offrir une liberté de choix pour l'apprenant, à qui l'on donne la possibilité de diriger par lui-même ses apprentissages pour une meilleure assimilation. La théorie de distance transactionnelle, introduite par Moore en 1993, apporte un autre élément fondamental à la notion de flexibilité. Il s'agit du degré de distance pédagogique existant entre formateur et apprenant, et non pas, comme on pourrait le penser en premier lieu, de distance physique. De ce point de vue, il est possible de trouver une grande distance transactionnelle dans une formation en présentiel.
Annie Jezegou nous apprend que cette théorie s'appuie sur deux variables, la présence ou l'absence d'un dialogue pédagogique et la présence ou l'absence d'une structure contraignante. Dans le cas précis de la formation à distance, l'important pour les équipes éducatives étant d'arriver à créer de la présence à distance. Annie Jezegou, dans son intervention du 25 octobre 2011 à Nancy, nous rappelle qu'il est habituellement établi que le terme ouverture, relatif à un dispositif de formation, indique le fait qu'il soit ouvert ou offert au grand public, ou qu'il utilise des technologies de l'information médiatisées. En effet, on retrouve dans le haut de ouvert ou de open des termes utilisés pour parler usuellement de dispositifs multimédia à distance tels que MOOC ou FOAD. Il est relatif dans ce cas à l'individualisation institutionnelle. Ensuite, Annie Jezegou nous apporte une définition différente, et ce, avec un concept qu'elle a elle-même élaboré, après plusieurs années de recherche. Il s'agit de la notion de degré d'ouverture d'un dispositif, qui indique plus ou moins sa flexibilité pour viser une individualisation autonomisante. À l'extrémité du continuum, on retrouverait des dispositifs de formation offrant une grande souplesse structurelle et de grandes libertés de choix aux apprenants, basés sur la négociation de leurs contraintes et de celles de leur équipe enseignante, et le tout en permettant de créer de la présence à distance. Un dispositif de formation ouvert permet donc d'offrir aux apprenants une grande autonomie dans la conduite de leur apprentissage. Mais est-il aisé de proposer de tels dispositifs? Et si oui, jusqu'à quel point une très grande ouverture est-elle bénéfique? Où placer le curseur sur ce continuum de degré d'ouverture de la formation afin de proposer un dispositif qui permette la mise en place de stratégies d'autorégulation efficaces? À partir de ces questionnements, il est intéressant d'aborder les théories en relation avec les stratégies d'autorégulation touchant spécifiquement les facultés d'adaptation des apprenants à un dispositif. Annie Jezegou, dans son article Se former à distance, regard sur les stratégies d'autorégulation environnementale d'étudiants adultes, paru en 2011 dans la revue Savoir, nous explique quelles sont les théories en lien avec les stratégies d'autorégulation et le degré d'ouverture d'un dispositif de formation. Elle nous invite à nous concentrer plus spécifiquement sur l'autorégulation environnementale, car celle-ci concerne les stratégies mises en place par les apprenants pour s'adapter à un environnement éducatif donné. Donc, quel que soit le degré d'ouverture d'un dispositif, on apprend qu'il est possible d'avoir un impact sur un environnement éducatif, suivant son positionnement et les stratégies adoptées. Selon le paradigme socio-cognitif que présente Bandura en 1999, l'environnement peut être imposé, choisi ou construit selon les cas. Ce qui change, c'est ce qu'il nomme l'agentivité, qui est, comme le définit Annie Jezegou, notre capacité d'intervenir sur les autres, sur les systèmes d'action collectifs ou encore l'espace social et écologique. Il est sous-entendu ici que plus un dispositif est ouvert, plus l'apprenant a la possibilité de le construire, car l'espace lui est donné. Mais surtout, qu'il existe une marge de manœuvre, qui réside dans la manière qu'a l'apprenant de subir ou non les éléments environnementaux, de les interpréter et d'y réagir, même quand ils lui sont imposés. Avec ces théories, nous comprenons que différentes postures et stratégies déterminent l'autorégulation. Cependant, afin de savoir précisément où placer le curseur, entre éléments hétérostructurants et éléments flexibles dans un dispositif de formation, il est nécessaire d'aller plus loin et de le déterminer vis-à-vis d'un dispositif en particulier, en tenant compte de nombreux autres éléments spécifiques qui le composent. Comme évoqué en introduction de ce travail de synthèse, en tant que futur IPM, nous souhaitions profiter pleinement des apports de la recherche pour outiller notre future approche de l'apprentissage autodirigé à distance. À ce titre, le dispositif GEOD, destiné à évaluer l'ouverture d'un environnement éducatif, qui a été élaboré par Annie Jezegou en 2010, s'appuie sur des fondements théoriques pour proposer un outil pragmatique afin de permettre aux professionnels de la formation à distance de mesurer le potentiel d'autonomisation de l'environnement d'apprentissage qu'ils mettent à disposition de leurs apprenants.
Comme le précise Annie Gézégou, ce dispositif présente une liste de 14 composantes susceptibles d'ouvrir à l'apprenant des libertés de choix. Son utilisation s'appuie sur un ensemble de directives, d'étapes et de bases de calcul. La mise en œuvre d'un tel protocole permet également d'évaluer le degré d'ouverture de chaque composante et catégorie de composantes, et donc de caractériser l'ouverture de l'environnement étudié. Ces 14 éléments se répartissent en 3 catégories de composantes d'un environnement éducatif. Les composantes spatio-temporelles, les composantes pédagogiques et les composantes de la communication éducative médiatisée. Pour conclure ce travail, nous pouvons dire que l'étude d'un environnement d'apprentissage, permise par cet outil, ouvre des perspectives d'optimisation substantielle dans l'ingénierie des formations ouvertes, au sens entendu en 2001 par le collectif de Chasseneuil, soit, je les cite, un dispositif organisé, finalisé, reconnu comme tel par les acteurs, qui prend en compte la singularité des personnes dans leur dimension individuelle et collective et repose sur des situations d'apprentissage complémentaires en termes de temps, de lieu, de médiation pédagogique, humaine et technologique et de ressources. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons que ce travail, qui fut très fécond pour notre groupe, a répondu à vos attentes en synthétisant, sans simplifier ni raccourcir, l'apprentissage autodirigé à distance dans sa complexité et toute sa richesse.